Bonjour à tous, salut Jean, Salut Jérémy, content de te merci d'être retrouver. venu. Je t'en prie, merci de m'avoir invité à Lipsdorf. Du coup, on a eu un petit échange par mail et tu Oui, m'as dit que c'était peut-être la bonne période pour faire une vidéo sur l'immunité naturelle. voilà. Et donc, on est là aujourd'hui pour discuter de ça. Donc, on va pas attendre plus longtemps, hein. Je vais peut-être te demander, je vais peut-être commencer par te demander quelle est un petit peu ton analyse de la situation actuelle. Alors, l'analyse est toute simple, hein. On souffre d'amnésie de la nature, hein, en gros, hein, parce que aujourd'hui, depuis 10 mois, on entend parler des grands professeurs, des grands scientifiques, on entend parler tout le monde, hein, des médecins, et puis on entend très peu parler de l'immunité naturelle, hein, de la nature. Ça fait quelques millions d'années qu'elle nous a mis au point, elle a quand même prévu le problème des virus. Alors, voilà, et de cette immunité naturelle, on n'entend plus parler, et puis malheureusement, la plupart des gens ne l'appliquent pas. Voilà. On entend Hein. surtout parler des gestes barrières, des façons Voilà, d'éviter les exactement. virus, mais personne ne parle de comment renforcer son immunité. Et oui, parce que l'immunité naturelle, c'est le premier, le seul vrai geste barrière. Hein. L'immunité naturelle peut arrêter tout. Et les gestes barrières c'est plutôt aléatoire comme défense. Hein. Voilà. Alors après, j'aimerais retourner au Moyen Âge d'abord. Ok. Donc, au Moyen Âge, l'homme de la situation, c'était le curé et la soutane. C'était l'épiscopat qui conditionnait la vie des gens. On payait, même les riches payaient des indulgences pour aller au ciel, c'est-à-dire qu'ils payaient les curés pour pouvoir, même quand ils faisaient des péchés, pour pouvoir après aller au ciel quand même. Et aujourd'hui, la soutane a été remplacée par la blouse blanche. Hein. Aujourd'hui, on ne jure plus que par la médecine. Hein. Si vous n'êtes pas scientifique, si vous n'avez pas de diplôme de médecin, vous ne pouvez rien dire sur rien du tout. Voilà un peu ce que je voulais dire. Alors, d'un autre côté, le peuple, hein, nous tous, hein, tous les citoyens, est dominé pour une grande partie par le culte du moindre effort. Nous n'aimons pas nous remettre en cause. Et ça se voit aujourd'hui. Depuis 10 mois, le nombre de gens qui se remettent en cause, c'est pas tellement évident. Donc, la remise en cause, c'est un peu un exemple, hein, pour la santé. L'homme d'aujourd'hui pense que quand il est malade, il amène son organisme au garagiste, hein, au médecin, il le fourgue là-bas, il lui laisse, le médecin doit trouver ce qu'il a, le soigner, lui réparer les pièces défectueuses, et puis après lui rendre, et puis la vie continue. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le système organique. L'organisme est beaucoup plus complexe qu'une voiture. Et les mécanismes internes ne se réparent pas comme ça par quelqu'un d'extérieur. Donc il faut remettre en place les choses qu'il faut, l'immunité entre autres, hein, et puis par la prévention, par après le curatif qui permet d'éliminer tout ça et d'aller de l'avant. Alors là, évidemment, comme je ne suis pas médecin, hein, quand j'ai changé d'alimentation il y a maintenant 47 ans, hein, et au début, je voulais d'abord j'étais comptable hein, au début, quand j'ai commencé mes cours de naturopathie. Hein, et puis pendant un moment, j'avais l'intention de retourner à l'école et de devenir médecin. Mais finalement, je suis bien content que je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que pour moi, enfin, je vais exprimer ça par des gens qui ont écrit avant moi, hein, parce que je crois que ça vaut la peine d'être écouté. Alors, Voltaire disait, les médecins administrent des médicaments dont ils savent très peu, à des malades dont ils ne savent rien, pour guérir des maladies dont ils ne savent rien. Je pense que c'est explicite. Et plus près de nous, un de nos meilleurs biologistes, hein, Jean Rostand, lui, il est allé plus loin. Il a dit, la médecine cultive la maladie, la tare. L'espèce se dégrade automatiquement. Le mal biologique se renforce, s'accentue. La situation sanitaire empire. La thérapeutique est pourrie de tare. Elle se recrute des clients. Elle crée des hommes qui auront besoin d'avoir recours à elle. Nous payons très cher le progrès médical et social. Voulons-nous que l'humanité ne soit plus composée que de tarés en puissance, d'hommes insuffisants, tributaires de la médecine et de la pharmacie? Je crois que ça, c'est assez complet de ce qui se passe actuellement. Je me permets quand même de rappeler que sur cette planète, actuellement, il y a des milliards de malades. Et pas du Covid, des malades du cancer, de la sclérose en plaques, de la polyarthrite, de l'arthrose. Et c'est à se demander encore s'il y a des gens en bonne santé vraiment. Il y en a très peu. Hein. Il y en a très peu, Il y en a ouais. très peu qui ne vont pas voir le médecin, il y en a très peu qui ne prennent pas de médicaments. Donc il y a là un problème. Hein, et il faut le voir. Ce n'est pas parce qu'on ne regarde ailleurs qu'il n'existe pas. Hein. Voilà. Alors après j'aimerais citer
le mot de Bacon. Bacon, c'était un type qui a vécu il y a 4 ou 5 siècles et qui a dit la phrase qu'il faudrait qu'on marque tous sur notre front, dans notre cuisine, pour ne pas faire, qui devrait être une cuisine et pas une cuisine. Hein. Bacon disait, pour commander la nature, il faut lui obéir. Et c'est ça qu'on a oublié. On croit aujourd'hui, la science médicale, la science en général, croit qu'elle peut supplanter la nature. Or, c'est faux. On ne peut pas aller plus loin que la nature. La nature a mis des millions d'années à nous créer. Quand on voit ce que la nature a fait, et que nous, on s'imagine que par des études et par notre scientisme, parce qu'on ne peut pas dire que c'est de la science, c'est du scientisme, qu'on arrivera à dépasser ça, c'est faux. C'est pas possible, et c'est pour ça qu'on est malade et qu'on subit les conséquences de nos inconséquences, si tu veux. Quand tu dis ça, en fait, tu dis l'idée, c'est pas de dire que toute médecine est mauvaise, c'est simplement de dire que notre hygiène de vie, elle doit être calquée sur nos besoins fondamentaux, besoins naturels, quoi. Il ne s'agit pas de dire on va plus à l'hôpital pour rien du tout, quoi. Non. Quand on se casse une patte et quand on se coupe à la tronçonneuse, on va à l'hôpital se faire réparer. La seule chose que je dis à laquelle je crois totalement, c'est que la médecine de maladie n'est pas bonne. Je prends l'exemple du diabète. Vous mangez mal. Un jour, on vous découvre un diabète. Qu'est-ce qu'on fait quand on va voir le médecin je ne veux pas dire le médecin parce que je n'accuse pas l'homme, le système. On va dans le système. Qu'est-ce qu'il nous dit le système? Qu'il faut prendre de l'insuline tous les jours, contrôler l'insuline, prendre l'insuline. Voilà. Au lieu de nous dire que si nous avons des désordres glucidiques, qu'il faut simplement rectifier ce qui fait les désordres, c'est-à-dire la nutrition. Et ça, c'est pas fait malheureusement. Les Chinois, il y a 5000 ans, le faisaient. Il y a 5000 ans, le patient chinois ne payait le médecin que quand il était guéri. Imaginez un peu ce que ça veut dire, ça. Imaginez qu'aujourd'hui, vous allez chez votre médecin et vous avez un problème, vous allez chez lui et vous lui dites à la fin de la consultation, écoutez, je vous paierai quand je serai guéri. Ça changeait sacrément les choses. Et je vous assure que d'ici peu de temps, la médecine irait dans le bon sens. Voilà. Alors, une deuxième précision, il est évident que si on souffre des dents, qu'on prenne un médicament chimique, moi, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Nous sommes dans une situation qui n'est plus ce qu'elle était. Nous sommes soumis à la souffrance et enlever la souffrance, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Moi, je ne suis pas venu sur Terre pour souffrir. Quand ça arrive, j'essaie personnellement de faire le plus possible pour ne pas arriver là. Mais quand ça arrive, on fait ce qu'il faut. On prend même des médicaments chimiques et ce n'est pas un drame. Le drame, s'il y en a un, c'est que la médecine ne se réforme pas dans ce sens. Les premiers médecins d'ailleurs, les premiers médecins étaient d'abord des religieux. Ils soignaient l'âme et le corps. Ils ne cherchaient pas à inoculer tout et n'importe quoi comme aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui, en 2020, à avoir des milliards de malades. Il y a plus d'1 milliard d'obèses sur la planète. Ce matin, quelqu'un m'a téléphoné et m'a dit qu'une maman était morte. Elle est tombée, c'est une femme qui est tombée, c'est sa fille qui le racontait. La maman est tombée, elle est morte. Alors j'ai demandé, mais c'est pas possible, c'est pas parce qu'on tombe à moins de se fracasser le crâne. Alors elle m'a dit, oui, mais la maman avait 170 kilos depuis des années. Et voilà, elle est tombée, elle est morte. Alors voilà, on va dire, oui, c'est le choc. Non, on ne peut même pas dire là que c'est le Covid. Donc c'est simplement parce qu'il y avait parce qu'elle a mangé mal toute sa vie, et puis que l'organisme est arrivé à un moment où ce n'était plus possible. Voilà. D'abord, je voudrais encore faire quelque chose. Nous sommes sur cette terre, nous sommes des humains, mais nous sommes des organismes animaux, qu'on le veuille ou non. Nous fonctionnons de la même manière que l'animal, et principalement comme les mammifères. Alors, les animaux, déjà une chose, je défie quiconque, je prends le pari avec quiconque le veut, de trouver une espèce animale qui un jour, depuis qu'on vit sur cette planète, a fait la grippe, a eu une grippe. Je dis bien une grippe, qu'on s'entende bien. Les animaux meurent aussi, parce qu'il y a un vieillissement naturel qui existe pour tout le monde, mais la grippe est inconnue dans le milieu sauvage, la grippe elle-même. Ça, c'est une première chose. Ensuite, j'aimerais quand même vous faire toujours, pour revenir à cette histoire de nature, la carie dentaire, ça ne se trouve pas dans la nature. Ou c'est vraiment exceptionnel, je ne sais même pas s'il arrive. Moi, je défie là aussi encore toujours que quelqu'un trouve une défense d'éléphant carrier. Qui a déjà vu une défense d'éléphant carrier? Dernièrement, j'ai vu un vieil éléphant, qu'on a une photographie d'un vieil éléphant d'Afrique qui avait des défenses qui traînaient par terre, 1,50 m de long certainement. Mais il n'y avait pas de carie.
hein, comme chez nous. Donc voilà. Ensuite, Je rajouterais oui, même l'excellent livre de Weston Price dans oui, les années 30 qui avait fait pendant 13 ans, il a vécu dans les populations qui avaient gardé une alimentation ancestrale et il trouvait aucune carie chez ces alimentations. Et dès qu'il passait une alimentation faite à base de farine, de céréales, de fruits confits, enfin de biscuits, de toute cette alimentation moderne, eh bien le nombre de caries était multiplié par 100. Donc je pense que oui, et on aujourd'hui, trouve pas ça on encore. trouve pratiquement plus personne sans carie dans la bouche, hein, Ouais, c'est avec rare. des dents entières. Mourir aujourd'hui avec ses dents dans la bouche, ses dents à soi dans la bouche, ça, je crois que c'est vraiment l'exception, hein. D'accord. Ensuite, vous avez les troubles digestifs, hein. Aujourd'hui, une personne, paraît-il, sur trois est constipée, par exemple. Je vous donne un exemple qui montre que le monde animal, le monde naturel, quand on respecte la nature, il n'y a pas de problème. Vous prenez l'anaconda qui avale une biche entière, qui digère 6 mois à 9 mois, et qui n'a pas d'hémorroïdes et qui n'a pas de troubles digestifs, hein. Voilà. Encore mieux, l'allergie. Aujourd'hui, quand on va dans les écoles, quand on va là où il y a des gamins, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gamins aujourd'hui qui sont allergiques à ceci, à cela, à autre chose, hein. Bon. Et je me permets de signaler que, par exemple, l'abeille, qui toute la journée trempe son groin dans le pollen, ne souffre pas d'allergie. Alors comment elle fait? On laisse sonner, Oui, oui. hein. Donc, il y a quelque part un problème. Pourquoi nous, le sommet de la création, hein, nous le disons, nous sommes le sommet de la création, nous souffrons de maladies alors que les animaux n'en souffrent pas. Dernière chose, les dinosaures, nos fameux dinosaures, le Tyrannosaurus Rex et tout cela, les brontosaures, ils ont vécu 180 millions d'années. Comment est-ce qu'ils ont fait sans médecine, sans vaccin, sans rien? Pour ne pas être malade, pour ne pas dégénérer, pour ne pas disparaître. Il a fallu qu'un gros caillou leur tombe sur la tronche pour qu'ils disparaissent. Mais tout seul, ça ne se serait pas fait. 180 millions d'années, nous, les hommes, ça fait 10 000 ans que nous avons quitté les voies de la nature et nous sommes de plus en plus malades. Et je crois que chacun comprendra que si nous voulons durer 180 millions d'années, il faudra changer, et vite fait, notre façon d'être et de nous bouger sur la planète. Voilà. Ok. Maintenant, une autre chose encore, et puis après on passera carrément à des choses plus proches, plus positives. Une petite fable, ça se passe dans l'Antiquité. Un jour, la peste sort du désert et sur le chemin de Bagdad, elle rencontre le bon Samaritain. Alors, la peste et le bon Samaritain discutent, hein. On tchatche, on prend une chronobourre et on tchatche autour de cette chronobourre. Et puis, au bout d'un moment, le bon Samaritain lui dit, écoute, la peste, qu'est-ce que tu vas faire à Bagdad? Alors, la peste lui répond, je vais tuer 5000 personnes. Je vais donner la peste à 5000 personnes. Je vais en tuer 5000 parce que c'est prévu. OK? On termine la corona, pas une chronobourre, la corona. Et puis, la peste se dirige vers Bagdad. Et puis, quelques mois passent. Et au bout de quelques mois, la peste retourne dans le désert et elle retrouve, par hasard, elle retombe sur le bon Samaritain. On reprend une corona et puis on discute. Et puis, voilà, au courant de la discussion, le bon Samaritain dit à la peste, écoute, quand tu es passé, tu m'as dit que tu tuais 5000 personnes à Bagdad. Or, j'ai entendu que tu en avais tué 50 000. Alors la peste dit, détrompe-toi, moi j'en ai tué 5000, les 45 000 autres sont morts de peur. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les rues, c'est une fable antique qui est vraiment à la mode. Aujourd'hui, tout le monde ou presque, combien de gens ont peur? Regardez un peu dans la rue autour de vous. De quoi vous avez peur? De quoi on a peur? De mourir, on va le faire de toute façon un jour. Mais la peur est déjà une première atteinte à notre intégrité physique, à notre immunité. C'est un stress. Un stress qui déglingue notre immunité. Arrêtons d'avoir peur. Je me permets de dire aussi que le fameux Covid qui termine les vies parce qu'il ne tue pas, il termine les vies qui sont déjà en très mauvais état. Mais même si on accepte les chiffres officiels qui sont faux, ça on le sait, de 50 000 depuis le début de l'année, je me permets de rappeler que le sucre tue une personne par seconde, ce qui fait 80 000 personnes par jour. 80 000 personnes sur cette planète par jour meurent de sucrisme. 80 000 par jour. Pas en 10 mois, par jour. Il y a un autre truc, une autre mort qui moi, me meurt encore plus. Hein, parce que le sucrisme, on le fait soi-même. Par contre, de faim,
il y a 25 000 à 30 000 personnes tous les jours qui meurent de faim sur cette planète. Vous imaginez un peu? Chez nous, on meurt de trop manger, et sur la planète, il y a 25 000 personnes qui meurent de faim. Alors là, il y a quand même un problème qu'il faudrait un peu saisir. Hein. Voilà. Après, pour comprendre l'histoire du virus, qui est actuellement, parce qu'on ne peut plus passer une journée sans parler du virus, aujourd'hui, c'est impossible. Hein. C'est un feuilleton. Hein. Il faut vraiment dormir 24 heures pour ne pas l'entendre. Donc, l'amour, j'aimerais quand même vous demander, que chacun se pose la question, quand on meurt, quand il y a un cadavre, comment se fait-il qu'il se désagrège? Comment se fait-il que tout à coup des vers commencent à le bouffer? D'où ils viennent ces vers? De l'extérieur. Il y aurait quelqu'un qui a donné une piqûre ou quelque chose? Non, les vers se sont créés à l'intérieur, sans aucun apport extérieur. Et c'est ça le problème de la vie. Le virus, c'est la même chose. On pense que le virus vient de l'extérieur, qu'il y a la contagion, peut-être. Mais d'abord, ce sont les conditions internes qui vont faire que le virus va se développer. C'est dans nous que les choses se passent, pas en dehors de nous. Et ça aussi, c'est difficile parce que toute la médecine aujourd'hui court après le virus. Claude Bernard a dit la phrase qu'il faut, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Le cadavre pourrit par l'intérieur. Il se fait bouffer par des vers blancs par l'intérieur. Et jamais personne n'a mis un ver blanc à l'intérieur, de l'extérieur. Ça se fait tout seul. Ça se crée parce que la nature est intelligente. Et la nature est beaucoup plus subtile que nous, les humains. Voilà. Ça, il faut l'accepter. C'est la vision de Pasteur contre celle de Béchamp, en fait. Exactement. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'on meurt plus l'hiver que l'été? Alors là, j'ai fait un petit schéma que je vais vous montrer. Et c'est très simple à comprendre. Hein. Voilà ce schéma. Si tu pouvais, je te le donnerai si tu peux le mettre après. Je le mettrai en photo. Ouais, en photo. Donc, nous avons un système immunitaire qui est, parallèle à au biorhythme saisonnier. Nous avons en nous plusieurs biorhythmes journaliers, saisonniers, et puis par sexe, les choses changent un peu selon qu'on. Donc, le rythme biologique saisonnier de l'immunité, c'est le corps est beaucoup plus solide, et en hiver, il descend. Pourquoi ça? C'est tout simple. En été, nous avons le soleil, nous avons la vitamine D, nous sommes à l'air, nous respirons plus, nous bougeons plus. Donc forcément, notre immunité est meilleure. Ça, voilà, c'est aussi simple que cela. Et en hiver, qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce qu'on fait maintenant. Encore que maintenant, comme il fait bon, mais avec le confinement, c'est juste l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc en hiver, on a moins de soleil, on a moins de vitamine D, on a moins de mouvement et on a moins d'oxygène. Et voilà pourquoi on est plus fragile vis-à-vis de. On n'est pas plus fragile, c'est-à-dire que la toxémie qu'on a en nous, là, le schéma vous le montre bien. Donc voilà, le rouge, c'est le système immunitaire, et le bleu, c'est la toxémie. En été, l'organisme se nettoie beaucoup plus facilement. Donc en été, on est moins malade, parce que la toxémie, vu que le système immunitaire et les résistances et les forces vives de l'organisme sont hautes, la toxémie est enlevée, on la sort naturellement. Tandis qu'en hiver, donc, quand l'immunité, le système immunitaire baisse et est au plus bas, la toxémie passe au-dessus, et c'est là que se font les maladies hivernales, et que les grippes et tout ça, tout ce qu'on attrape l'hiver se fait. C'est pas qu'on l'attrape, c'est que le système immunitaire doit se débarrasser des toxines qui sont au-dessus de lui. Donc, il fait des crises d'élimination. La grippe n'est pas une maladie, c'est une élimination, c'est une crise d'élimination. C'est fait pour nous nettoyer. Voilà, quand on a compris ça, et quand on accepte cela, parce que comprendre c'est une chose, l'accepter en est une autre, vous essayez de manger correctement et de faire tout ce qu'il faut au niveau de la prévention, vous êtes dans ce schéma. Si votre système immunitaire, parce que la nutrition, le sport et tout ça, va faire varier la toxémie. Vous respectez les lois de la vie, la toxémie va être la plus basse. Donc si vous arrivez à l'hiver à ce que votre toxémie soit sous la courbe de l'immunité, vous n'allez plus être malade. Vous n'allez plus faire de crise d'élimination, vous n'allez plus faire de rhume. Voilà. Et dès que ça dépasse, les premières atteintes, c'est le rhume, évidemment. On commence à éliminer par le nez. Pourquoi? Parce que c'est peut-être plus facile par les poumons que par ailleurs. Et voilà. Voilà disons le schéma qu'il faut accepter. En été, le rouge est haut. En hiver, il est bas. La toxémie varie aussi. En hiver, on a moins de toxémie et on l'élimine mieux.
Et en été. Et en hiver, on l'élimine moins bien. Donc, on fait des crises d'élimination plus facilement. Et là, chez les humains aussi. Est-ce que la grippe... vous avez déjà vu des grippes en été? Hein, maintenant, vous le dites avec le Covid parce qu'il faut monter les chiffres, mais jusqu'à présent, jusqu'en 2020, en 2019, 2018 et tout ce que vous voulez, il n'y a jamais eu de grippe en été. Jamais. Il y a eu quelques cas sporadiques, mais jamais une épidémie, ça n'existe pas. Vous pouvez regarder toutes les statistiques qu'on veut, il n'y a jamais eu de grippe en été avant 2020. Alors faites vous-même tirez-en les conséquences. Voilà. Alors après, on en arrive à la vie, à ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ce schéma. Alors là aussi, j'aimerais revenir sur les abeilles. Les abeilles sont un bon exemple de ce que fait la nutrition et de ce qu'elle ne fait pas. Quand vous avez un essaim, vous avez un essaim, et un jour, la reine de cet essaim décide qu'il est temps de créer un autre essaim. Que font les abeilles? La reine pond 2000 œufs par jour. Donc, ces œufs, on les met dans les alvéoles et on va les laisser, éclore. Il y a une larve qui éclot au bout d'un moment, enfin des milliers de larves. Et donc, de ces milliers de larves, on en choisit une. Une qu'on va mettre dans une alvéole spéciale et qui va recevoir un traitement spécial pour devenir une reine, pour ne pas rester une ouvrière. Alors, qu'est-ce qu'on donne à cette larve spécialement? Une chose qu'on ne donne pas aux autres, la gelée royale. Pardon. On donne la gelée royale. La gelée royale fait la différence entre une reine mère et les ouvrières. Et ces différences sont très importantes quand même. La gelée royale seule, donc le nutriment, va faire qu'une abeille reine est une fois et demie plus grosse que l'ouvrière, qu'elle va vivre 5 ans à la place de 5 mois. Et surtout, ce qui est proprement fabuleux, parce que c'est fait par la bouffe, elle va se sexuer. Le fait de donner de la gelée royale va permettre à cette future reine, d'avoir un appareil génital, de pouvoir être fécondée et de pouvoir pondre après, ce que l'ouvrière ne peut pas. Voilà ce que fait la nutrition. C'est quand même assez simple et assez étonnant. On donne un aliment à l'un et pas à l'autre, et vous avez les différences fondamentales entre une abeille sexuée et une qui ne l'est plus. Voilà. Alors après, pour nous, les humains, nous sommes sexués au départ. Quand papa et maman font ce qu'il faut, les chromosomes se rencontrent et voilà, nous sommes tout de suite sexués. Et donc là, on arrive carrément dans l'alimentation. Que faut-il faire pour rester en bonne santé? Alors, le premier point, c'est d'enlever ce qui est toxique. Et je pense qu'aujourd'hui, on sait tous plus ou moins ce que ça concerne. L'aliment le plus toxique, et même aujourd'hui au niveau médical, scientifique, on le dit, c'est le sucre. Le sucrisme, je le répète, le sucre tue une personne par seconde. Aujourd'hui, 80 000 personnes vont mourir du sucre. Rien que du sucre. Donc, il faut essayer d'enlever le sucre de sa vie. Alors, le sucre, ça se trouve un peu partout. Dans toute l'alimentation moderne, il y a du sucre partout. Pourquoi? Parce que ça donne un bon goût. Ouais. Ça donne un bon goût. Et puis, comme l'homme est un gourmand, comme nous sommes des estomacs sur pied, on se rue sur le sucre, mais on se tue. À petit feu, je vous l'accorde, mais on se tue quand même. On est calé aussi, on est câblé pour la survie. Et le fait d'avoir du sucre, ça va nous permettre de faire des réserves. Donc c'est une addiction en fait qui... C'est une addiction, exactement. Addiction. Le sucre est la première drogue sur la planète. Le sucre tue plus que le café, que le tabac, que l'alcool. Ouais. C'est le sucre qui tue le plus. Donc on essaie de faire la guerre au sucre. Je précise, dans les sucres, il y a aussi... Je suis crudiste et j'enseigne ça depuis 40 ans. Il y a aussi les fruits. En hiver, maintenant c'est la période hivernale. Le fruit n'est pas à sa place chez nous, dans nos contrées. Il fait froid, nous n'avons pas à manger de fruits. Si un jour on fait une autre vidéo ou ailleurs, on pourra expliquer ça plus longuement, mais prenez l'habitude, l'hiver, on ne mange pas de fruits. Ou exceptionnellement, si vous avez un jour envie de manger une pomme, vous mangez une pomme, mais d'une manière régulière et générale, vous oubliez les fruits. D'accord? Ensuite, toujours au niveau alimentaire, il y a un point clé essentiel, les antioxydants. Donc tout ce qui lutte contre la toxémie générale organique, pour chasser les radicaux libres, pour faire la guerre aux radicaux libres, il faut des antioxydants.
Et où on les trouve, les antioxydants? D'abord, eh ben, là, je ne peux pas vous montrer le chou rave, hein, parce qu'il y a le micro dessus. Les légumes, vous mangez des légumes crus. Les légumes crus ne se cuisent pas, ça se mange cru. Ça se mange cru, on ne discute même pas. Si vous voulez rester en bonne santé, il faut impérativement que chaque repas commence par des légumes crus. C'est pas difficile quand même. Hein, vous prenez un saladier, vous râpez du chou, ceci, cela, vous faites une belle salade avec de belles couleurs, de belles fleurs, de belles formes, vous assaisonnez, de l'huile. Qu'est-ce qu'on met encore là-dedans? De l'avocat, si vous avez de l'avocat, on met de l'avocat. On se fait une bonne platée. Le reste après, bon, plus ou moins, vous faites ce que vous voulez. Vous avez des aliments biologiques autant que faire se peut. Ça, c'est important. Vous ne devenez pas végétarien. De temps en temps, un bout de viande ou de poisson est nécessaire à la vie. Hein, au moins de temps en temps. Qu'est-ce qu'il faut encore dire dans le domaine On peut parler des céréales, et surtout des céréales gluten et raffinées. Oui, voilà, vous oubliez tout ce qui est raffiné. Vous ne prenez quand vous mangez, tout doit être complet. Hein. Le pain, vous en prenez, mais avec parcimonie. Si vous aimez ça, je sais, aujourd'hui, notre monde a appris à aimer le pain. Et se désolide, enfin, ne plus manger de pain, c'est pas évident. Hein, donc, si vous en mangez, essayez de manger peu. Il y a du gluten. Le gluten est un perturbateur digestif, évitez-le. Si vous mangez un temps, qu'on s'entende bien aussi. Hein. Le fait de changer de nutrition ne signifie pas de devenir triste. Hein. Il faut garder la joie de vivre. Hein. Il faut garder la joie de vivre. Il faut rigoler dans la vie. Le fait de sourire, de rire, est une des meilleures défenses contre tout ce qui nous agresse. Alors, faut pas. On essaye quand on change d'alimentation, on essaye d'être psychologiquement un pas avant le physique. On essaie de faire ça avec plaisir. Moi, je le fais. Quand je n'ai pas mes crudités, je suis malheureux. Hein, quand j'ai un plat de crudité, mes yeux, toutes mes cellules s'ouvrent de contentement. Alors, essayez d'aller dans ce chemin. Qu'est-ce qu'il faut encore oublier après? Il y a les produits laitiers. Alors là aussi, que vous preniez de temps en temps un bout de fromage de chèvre, ok, mais on ne mange pas du lait tous les jours. Et on ne boit surtout pas de lait. Le lait est indigeste pour l'adulte. Le lait est un produit pour l'enfant. Le lait maternel pour le bébé jusqu'à 3 ans. Et après, personne ne devrait plus boire de lait. Du fromage cru ou du fromage de chèvre, pourquoi pas de temps en temps. Hein, c'est pas l'idéal, mais bon, voilà. On est des êtres humains, on fait d'autres conneries, beaucoup plus grandes encore que ça. Donc on va dans ce sens. Les huiles de première pression à froid, qu'est-ce qu'il y a encore autrement dire? Les oléagineux, ne pas oublier les noix, les noisettes, les amandes, les graines germées. En hiver, c'est la saison. En hiver, surtout en hiver, comme on a. Moi, j'ai un jardin, on prend encore des fans du jardin pour notre salade. Mais si vous n'avez pas de jardin, faites-vous des graines germées. C'est facile. Aujourd'hui, c'est tellement simple de germer. Et là, vous avez la quintessence des sels minéraux, des vitamines, des oligo-éléments. Il ne faut pas oublier ça. Et quand ça c'est fait, vous verrez que votre santé s'améliorera. Et même si vous faites vraiment attention, que vous vivrez sans maladie. Je n'ai pas les chevilles qui enflent en disant, ça fait pratiquement 50 ans que j'ai changé de bouffe. Depuis 50 ans, je n'ai pas vu de médecin, je n'ai pas pris de médicaments. Je cours pratiquement tous les jours. Hein, il y a 2 jours, j'ai fait 20 km avec mon chien, avec 800 mètres de dénivelé derrière chez moi, dans le Sungo. Et je fais tous les jours du sport. Je ne peux plus faire de badminton parce qu'on n'a plus de salle, malheureusement. Mais j'aime encore bien jouer au badminton, mais bon, j'espère qu'un jour on le pourra de nouveau, mais je ne sais pas, peut-être pas. Mais alors bougez-vous aussi, ça c'est important. Bougez-vous. Ne restez pas confinés chez vous, sortez à l'air. L'oxygène est gratuit. En plus bougez. Ça va à l'encontre de ce qui est recommandé, de rester chez soi et de ne pas bouger. Et c'est triste, hein, parce qu'il faut Oui, faire bien sûr, l'inverse. on dit. Alors la question est, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire? Ça, c'est à chacun de répondre. Hein. On ne va pas faire ici une analyse sur le Covid et tout ce qui l'entoure, mais que chacun se pose la question, pourquoi? Alors que pendant des années, on nous a prêché qu'il fallait sortir, qu'il fallait aérer ses maisons, qu'il fallait respirer, qu'il fallait aller au soleil, pourquoi tout à coup on nous dit l'inverse? Réfléchissez à la chose. Vous trouverez vous-même. Hein. Ok, donc tu nous disais, à partir du moment où on a réglé la bouffe, où on bouge plus et on a la joie de vivre, on a déjà fait le gros du travail. Le gros est fait, oui. Maintenant, on peut s'aider encore un peu de quelques compléments, disons. Ouais. Alors, ce que je fais moi, hein, je bois d'abord du plasma de Quinton, voilà, ma bouteille. Donc, je prends de l'eau de mer, hein, tout simplement. Hein. Je mets à peu près 2-3 cm, et le reste, je mets de l'eau plate.
Et ça, je bois, c'est ma boisson habituelle. Voilà, quand j'ai soif, je bois ça et voilà. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'il y a dans le Alors, le Quinton? plasma de Quinton, donc le plasma de Quinton, c'est de l'eau de mer. Donc, l'eau de mer est captée au milieu de la mer, filtrée évidemment. Et puis, dans l'eau de mer, dans le plasma de Quinton, vous avez tout ce qu'on a en nous est dans le plasma de Quinton. Le plasma sanguin et le plasma de l'eau de mer ont les mêmes caractéristiques, en gros. Donc, tout ce qu'on retrouve dans notre corps se retrouve dans l'eau de mer, et tout ce qu'on retrouve dans l'eau de mer, on se retrouve dans notre corps. Hein. Le seul problème, il y a quand même un petit problème, c'est que l'eau de mer, elle contient 33-34 grammes de sels minéraux. Et le corps humain, 8,5. Donc, il faut diluer. Alors voilà pourquoi je mets 2-3 cm d'eau de mer et de la flotte. Et voilà, je bois ça dans la journée. Quand je reviens de courir, je bois, enfin quand j'ai soif. Hein, je ne bois pas sans soif, je ne bois pas 3 litres d'eau par jour. Je bois quand j'ai soif. Là, c'est pendant qu'on est en train de parler de boissons et disons que l'urine, hein, pour voir si vous avez assez d'eau en vous, vous regardez ce que vous urinez. Il faut que l'urine, à peu près, vous devez uriner à peu près 1 litre par jour et que l'urine soit jaune clair. Voilà. Quand ça c'est fait, vous n'avez pas besoin de boire 3 litres comme le dit la médecine. Ça c'est faux, ça ne nettoie rien du tout. Hein, c'est pas parce qu'on boit plus qu'on est plus nettoyé. Le nettoyage organique se fait par le métabolisme, pas par la flotte. La flotte, c'est une molécule vide, c'est un camion vide qui passe qui se transforme d'abord en lymphe, après en sang, et puis qui va au rein. Et c'est au rein que se fait l'échange. Hein, le sang passe dans les glomérulus rénaux, et puis vous avez l'urine hein, qui contient les toxines. Et puis là, voilà, c'est comme ça que ça se passe, pas autrement. Hein. Donc il n'est pas nécessaire de boire absolument des tonnes d'eau. Vous buvez ce qu'il faut pour à peu près 1 litre d'urine jaune paille. Et c'est bon. Donc voilà le plasma de Quinton. Qu'est-ce que je prends encore? Comme je fais beaucoup de sport, dans ma famille, nous sommes quelques-uns, enfin mes filles sont relativement sportives et quelques-uns de mes gendres aussi. Donc on mange la spiruline, des algues. Alors spiruline, chlorella, moi actuellement je suis à la chlorella. La chlorella est un peu... ça c'est marqué spiruline dessus, mais c'est la chlorella qui est dedans. Donc la chlorella est un peu plus difficile est un peu moins bonne au goût. Mais voilà, c'est la différence entre la spiruline et la chlorella, c'est toute simple. La chlorella contient un principe actif de plus que la spiruline, c'est tout. C'est que la chlorella contient un principe qui permet de chélater les métaux lourds, de les sortir de l'organisme, des cellules. Voilà, alors, bon, je prends ça pas pour les métaux lourds, je prends la chlorella actuellement parce que j'en ai, c'est tout. Hein. Je change, je prends une fois de la spiruline, une fois de la chlorella, et puis voilà, je bouge avec ça. Et la troisième chose que je prends d'une manière régulière depuis pratiquement une quarantaine d'années, c'est la fameuse argile. Voilà, la pâte. C'est pas pour faire de la poterie. Hein. Hein, non, c'est pas pour faire des pots. Voilà la pâte d'argile. Alors cette pâte, vous pouvez l'acheter comme moi je l'ai en seau. Elle est déjà faite. Hein, c'est 47% d'eau et 53% d'argile. C'est que de l'eau et de l'argile. Il n'y a pas de produits de conservation, quoi que ce soit là-dedans. Et le soir, je prends ma petite cuillère, je mets dans la bouche, j'insalive bien, je frotte autour des gencives et j'avale. Alors, moi, personnellement, je vous le conseille sous cette forme, sous forme de pâte ou sous forme de poudre. Pourquoi? La pâte, pratiquement, c'est plus facile. Si vous mettez la poudre, qui est peut-être la meilleure façon, il ne faut pas, juste au moment où vous mettez la poudre dans la bouche, inspirer, parce que sinon vous allez tousser pendant une demi-heure. La pâte, c'est plus facile. Vous mettez cette cuillerée dans la bouche, vous installez bien, ça va se mélanger à la salive et ça va descendre lentement. Si vous mettez, comme dans le temps on le disait, une cuillère à café d'argile dans un verre d'eau, vous allez vite boire ça et ça va descendre trop rapidement. Ça ne va pas faire le boulot que ça peut faire. Prenez la pâte, faites-la vous-même, pas de problème, ou achetez-la, mais prenez la pâte, ce serait mieux. Et qu'est-ce qu'apporte l'argile? Alors l'argile, l'argile est la terre de captation des toxines la plus importante. Enfin, il y en a deux vraiment des terres qui sont importantes. C'est donc le charbon de bois et l'argile. Voilà. Le charbon de bois capte, l'argile soigne encore. Quand j'ai une plaie, quand je me fais mal en bossant dehors, je prends la poudre d'argile et je le mets sur la main, carrément sur la plaie. Je ne nettoie même pas, ni au gel glyco-hydraulique, ni à quoi que ce soit. J'enlève le gros et je mets de l'argile. Et c'est tout. Donc, l'argile, vous la prenez dans tous les cas de figure où vous avez des problèmes. L'argile régularise les selles aussi. Hein. Si vous avez la diarrhée, prenez de l'argile. Par contre, si vous êtes constipé,
Au début, prenez peu d'argile, parce que si vous allez prendre de l'argile tout en étant constipé, ça va vous constiper encore plus. Enfin, ça va raffermir les selles. L'argile ne constipe pas. Quand on en prend régulièrement, quand l'organisme reçoit ce qu'il faut. Donc, et puis il y a de multiples, on pourra une fois faire peut-être une vidéo sur l'argile, parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'argile. Mais en tout cas, prenez la peine d'en prendre régulièrement. C'est une bonne chose. Si on mangeait dehors comme la nature l'a prévu pour nous, si on mangeait dehors encore, dans la nature, nous les humains, ben on mangerait la terre tous les jours. Et pendant qu'on parle, comme on est dans une période où on parle beaucoup de vaccins, les enfants qui bougent dans la terre et qui mangent dans la terre, j'ai un petit-fils qui le fait actuellement, quand il est dehors, il mange la terre. C'est comme ça qu'on se vaccine naturellement. C'est ça la meilleure façon de vacciner. Une bonne alimentation, et puis laisser l'enfant un peu se débarbouiller avec la terre. Il n'y a rien de mieux. Voilà, mais seulement aujourd'hui, la société est devenue tellement, comment dire, frileuse en face des microbes, des vaccins, des bactéries, qu'il faut tout laver 6 fois. On lave à l'eau de Javel pour que ce soit propre. C'est quand même stupide, mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà les 3 choses qu'on a chez nous dans la vie de tous les jours. De l'argile, des algues et puis de l'eau de mer. Pour les algues, si vous aimez les algues de mer, les noris, La laitue de mer. la laitue de mer, les spaghettis de mer, tout ça, mangez-en. C'est très, très bon pour la santé. Prenez des algues. Si vous en trouvez, des séchées ou pas séchées, et des bio, prenez ça. C'est très important, c'est très bon. Comme les graines germées. Ce sont des aliments très concentrés qui nous permettent de garder notre forme et notre vitalité. Voilà. Ok. Tu avais d'autres choses encore? Oui. Alors après, on arrive au curatif. Ouais. Donc là, on était dans le préventif. Là, on était dans le préventif, ouais. dans le préventif, ce qu'il faut faire tous les jours. Une fois qu'on est entré dans cette, entre parenthèses, chapelle ou cette religion, dont je suis un ayatollah, comme on m'a déjà dit. Donc, quand vous avez changé votre nutrition, restez-y. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a des moments. La vie n'est pas une ligne droite. La vie, c'est une ligne brisée. Des moments où ça va très bien, on fait ça avec plaisir. Surtout en été, c'est plus facile, évidemment. L'hiver, on pioche un peu. Mais restez dans le sens général de cette remise en cause. L'alimentation est la plus importante des chapitres de la santé. L'alimentation. Il y a un proverbe qui résume ça tout à fait simplement. Quel que soit le père de la maladie, une mauvaise alimentation en est la mère. Quel que soit le père de la maladie, une mauvaise alimentation en est la mère. Si vous acceptez ces choses-là, la vie est simple après. On dit, ouais, ok, j'essaie de faire le mieux possible, en sachant que je ne vais pas faire parfaitement. Parce que, vous savez, on me dit aussi parfois, oui, mais un jour tu vas mourir. Oui, d'accord. Ok, un jour je vais mourir. Mais entre mourir en bonne santé, comme j'aimerais le faire en courant, ou en pistant une jolie fille, et en mourant de maladie, couché au lit avec des escarres, ben, je préfère la première solution. La mort arrive de toute façon, mais il faut qu'elle soit sans maladie. Les statistiques disent qu'en France, enfin dans les pays européens, la moyenne d'âge des gens en bonne santé, c'est 62 ans. Et les statistiques disent aussi que les 30 dernières années de notre vie, on souffre de maladies chroniques. Vous imaginez un peu, on vit 60 ans où on bosse pour vivre, disons. Et puis les 30 dernières années, quand on est à la retraite, On est malade. on est malade. On est mal fichu, on a mal partout, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Non, il faut essayer d'être... Moi, j'ai 75 ans, je bouge encore, je peux vous le dire. Et si quelqu'un ne le croit pas, il peut venir, je peux aller courir avec lui ou faire n'importe quoi, du bois en forêt s'il le veut. Il n'y a aucun problème. Je vous garantis que je bouge. Pourquoi? Mais pas parce que c'est moi, Jean Hunziker, je suis bien né, je le reconnais, j'ai eu des bons antécédents apparemment, j'ai jamais eu de problème de santé très, très grave, sauf à 15 ans après le BCG, j'ai valdingué 2 ans à l'hôpital, mais à part ça, j'ai plutôt eu une vie cool dans le domaine de la santé. J'ai passé la vie tranquillement, mais il faut dire que j'ai changé aussi. À 28 ans, j'ai changé tout à fait mon mode de vie, totalement. Et voilà, ben, les choses sont ce qu'elles sont. Je vis très bien, personnellement. Merci. Donc, au niveau curatif, alors, quand vous avez la grève, quand une fois on a des courbatures ou quand une grippe menace, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est de couper la fièvre. C'est une hérésie totale. La fièvre est là pour tuer nos microbes, nos bactéries, nos virus. Au-delà de 38,5, 39 degrés, les virus ne peuvent plus se multiplier.
La fièvre est faite pour ça. La fièvre est le deuxième rempart contre les maladies. Le premier rempart, ça se fait sous une forme fruste. Vous êtes en contact ou vous êtes mal fichu ou n'importe quoi, l'organisme se nettoie sans qu'il dise quoi que ce soit. Ça se fait automatiquement. C'est comme ça que ça devrait faire. La girafe le fait comme ça, le rhinocéros aussi. Les animaux n'ont pas de crise d'élimination, sauf si l'homme les a empoisonnés. Mais autrement, non. Donc, le premier stade se fait d'une manière fruste, sans qu'on le sache. Le deuxième stade, c'est la fièvre qui commence. Donc, quand il y a fièvre, ben, on ne la coupe pas. Si elle va trop haute, je prends le cas des enfants, parce que le problème, quand un enfant a la fièvre, c'est pas l'enfant, c'est la maman. La maman qui panique, qui est angoissée, je peux comprendre. Hein. J'ai eu des enfants bas âge, les miennes, je ne me rappelle même plus qu'elles ont eu. Si, je crois qu'il y en a une qui a de la fièvre une fois. Donc, quand un gosse a de la fièvre et que ça monte haut, 41,5, parce que les enfants, contrairement à ce qu'on dit, ont une bonne vitalité, une bonne immunité. C'est pour ça que la fièvre monte haut, parce qu'il y a les forces vitales qui sont importantes. Donc la fièvre monte. Mais si la maman est trop angoissée, ou le papa, eh ben on fait des bains de siège. On prend son gamin, hein, je l'ai fait déjà avec les enfants des autres, on prend son enfant, même très jeune, hein, on lui dénude le derrière, une bassine d'eau fraîche, et on lui trempe le derrière là-dedans, dans une pièce où il fait chaud, où il fait bon, il fait chaud, et puis on le laisse 2 minutes. Il va gueuler au début, hein, la première fois qu'on fait ça à un enfant, il hurle, bon, c'est logique, mais la température baisse entre 0,5 et 1 degré, en 2-3 minutes. Donc comme ça, vous pouvez contenir la fièvre. La deuxième chose qu'il faut faire quand on commence à être frileux, quand on a une attaque de maladie infectieuse, c'est de jeûner. Quand on commence à être mal fichu, on n'a pas faim quand même. On est d'accord. Quand tu es mal fichu, tu n'as plus envie de manger. Alors il faut arrêter de manger. On boit de l'eau argileuse, voilà, on met de l'argile dans la flotte et on boit ça, et on jeûne. On ne mange plus. On attend que la faim revienne. Tant que l'organisme n'a pas faim, il ne faut pas manger, surtout quand on est mal fichu. Ensuite, vous avez l'argile, comme je l'ai dit. Alors, si vous avez des problèmes de la fameuse gastro-entérocolites, qu'on n'entend pas tellement parler cette année, curieusement, hein. Tout est Covid, il n'y a plus rien d'autre. Hein. Donc, si vous avez des problèmes de mal au ventre, vous pouvez faire un cataplasme. Vous faites de la pâte d'argile, 1 cm sur le ventre, vous mettez 1 ou 2 feuilles de chou dessus, et vous bandez. Voilà. Et vous vous couchez et vous attendez que ça se passe. Le repos est important aussi. À ce moment-là, on ne bouge pas autant que faire se peut. Je vais vous dire que là, je dis quelque chose que je ne fais pas moi. Hein. Quand je sens, parce qu'il m'arrive aussi de parfois déconner de manger un peu trop de dattes, le samedi, j'ai droit à 6 dattes. Ma femme m'amène 6 dattes du marché. Hein. Donc, parfois que je sens que ça gratouille, je ne me couche pas, je vais courir. Parce que là aussi, l'exercice, le fait d'accélérer le rythme cardiaque va nettoyer. Alors, soit vous faites, quand vous êtes adulte, du sport un peu plus, soit vous vous couchez. Hein. Là, voilà, bon, à chacun son truc. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore autrement? Donc, les bains de siège, j'en ai parlé. Les essences de plantes, voilà. Vous achetez des essences de plantes, hein. Ça c'est du Teebaumöl, hein. Des huiles essentielles d'arbre à thé. Et puis, vous prenez, là c'est facile à faire, hein. Quand vous toussez et quand ça vous gratte dans la gorge, vous prenez votre petit flacon, vous le mettez sur le doigt, vous mettez un peu d'essence dessus, et puis vous frottez votre palais. C'est tout simple. Vous pouvez aussi, si vous avez le nez qui coule, vous mettez toujours un peu de cette essence, et vous frottez le nez, et vous inspirez. Et quand le nez coule, quand vous avez le rhume qui ne s'arrête plus, vous pouvez faire une autre chose encore. Vous achetez une pipette, vous faites de l'eau verte, de l'argile et de la flotte, une pipette où vous remplissez votre pipette d'eau argileuse et vous l'injectez dans le nez jusqu'à ce que ça vous coule dans l'arrière-gorge. Et vous faites ça 2-3 fois par jour. Vous restez au calme, vous restez au chaud, vous faites votre bain de siège, vous jeûnez et vous verrez que ça se passe très vite. Hein. Il ne faut pas 3 semaines pour enlever ça. Hein. Et quand ce sera fini, vous serez en forme. Parce que si vous prenez des antibiotiques quand vous avez la crève, vous êtes après moins en forme. Parce que les antibiotiques, ça veut dire ce que ça veut dire, contre la vie. Même aujourd'hui, la médecine vous le déconseille de prendre des antibiotiques. Elle dit ça n'a pas aucune action contre les virus. Hein. Donc, évitez-vous ça. Hein. Voilà en gros ce qu'on peut faire. Et quand on fait tout ça, la vie est plus belle. On a un dernier. Non, ça c'était des
un truc, quand vous changez de nutrition, qu'on s'entende bien, hein, Jérémy, tu mettras mon adresse mail si tu veux, pour ceux qui veulent commencer. Quand on change, il faut accepter des désagréments au début. On ne peut pas changer de mode de vie sans qu'il y ait des changements. Quand on s'est marié, là, tous ceux qui sont mariés, hommes et femmes, au début, on a notre nutrition, on a notre femme ou notre mari ne cuisine plus comme papa ou maman. Donc forcément, le corps doit s'adapter à un changement alimentaire. Alors, ne faites pas ça tout seul. C'est très difficile de le faire tout seul. Il faut avoir des connaissances. Hein. Je suis désolé. Je ne fais pas de publicité pour moi. Moi, j'ai commencé tout seul. Ma femme et moi, on a commencé tout seul. Et on était au début perdus. On avait des réactions de défense. On ne savait pas quoi faire. Hein. Donc, si vous changez, prenez la peine d'abord de vous instruire dans le changement et faites-le à votre rythme, quel que soit ce rythme. Personnellement, nous, on a changé en 3 jours. Hein. On a tout changé en 3 jours. Il y en a d'autres qui mettent plus longtemps, chacun son rythme. Il y a juste une chose que je peux peut-être dire quand même. Si vous êtes gravement malade, allez plus vite. Hein. Si vous avez le cancer ou des maladies chroniques graves, ne mettez pas 6 ans à vous convertir, hein, sinon vous serez au cimetière avant. Hein. Voilà, c'est tout. Le reste, je l'ai dit au début, essayez, dans la mesure du possible, que votre psychisme, votre psychologique, ait un pas d'avance sur votre physique. Que vous faites ça avec motivation, avec plaisir. Parce que quand il n'y a pas de plaisir, vous savez que le plaisir est un des moteurs de la vie. Dans la nutrition, on peut aussi avoir du plaisir. Et là, je précise, dans la nutrition saine, moi, j'aime manger ce que je fais. Je ne suis pas triste à table, ma famille non plus. J'ai 6 enfants, j'ai 6 filles, tout le monde mange comme ça et personne n'a jamais fait la gueule. Si, au début, quand elles étaient toutes petites. quand au début, un enfant, on commence à lui faire manger les légumes crus, c'est peut-être un peu difficile, mais avec le temps, ça vient. J'ai maintenant un petit-fils qui a 18 mois, 19 mois. Il mange des légumes crus. Quand il est ici à notre table, il mange des légumes crus. Comme toute personne qui mange chez nous, mange d'abord sa ration de légumes crus. Et ensuite le reste. Si un enfant ne mange pas les légumes crus, il ne reçoit rien d'autre. On estime qu'il a assez mangé, qu'il n'a pas faim, et point à la ligne. C'est peut-être un peu... La dictature, on commence à connaître aujourd'hui. Voilà, chez les Hunziker, c'était aussi la dictature. Et ça, ce qui fait, ma fille aînée a 44 ans maintenant, ce qui fait que mes enfants sont toujours encore indemnes de maladie. Hein. Alors, je pense que on est 8 personnes dans la famille. Personne n'a jamais eu de problème de santé depuis ce temps-là. Je crois quand même qu'on peut quand même déjà, que c'est une expérience qui vaut ce qu'elle vaut. Évidemment, elle n'est pas générale. Mais voilà. Allez dans ce sens. Si vous avez des problèmes, vous m'appelez, vous me mailez, je vous aiderai. Si vous avez des crises d'élimination, ne dites pas que ça ne va pas. C'est simplement que votre corps se dégage. Voilà. Une fois que vous mangez correctement, votre système immunitaire, votre système général va prendre de nouveau de poil la bête et va éliminer les toxines. Les cellules vont se nettoyer, les toxines vont aller dans la lymphe va retourner dans le sang va aller au cœur et puis après au rein. Et si les reins ne sont pas assez puissants pour éliminer le surplus de toxines qui arrivent, ça va sortir par ailleurs. De la fièvre, des boutons, de la constipation, de la diarrhée, quoi encore, des démangeaisons. Voilà. Tout peut arriver. De la fatigue extrême. Voilà. Mais quand ça arrive, prenez l'appel, vous prenez le téléphone, vous appelez et on vous aide. Ma femme peut vous aider aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Et donc, si on veut un petit peu connaître le fond de ta pensée, on peut aussi se procurer Oui. ton livre. Hein, je mettrai en image, en post-prod. On peut t'appeler aussi. Oui, je ne l'ai pas pris pour ça. Ah, ok. J'ai écrit un bouquin que vous pouvez acheter. J'édite une lettre mensuelle. Il suffit de me donner votre adresse mail. Vous l'aurez. C'est gratuit. Je voulais simplement, j'ai pris ça parce que là au-dessus, j'ai mis une phrase qui me semble, à moi, collée à une réalité. Guérir d'une maladie chronique sans éliminer les causes qui l'ont produite relève du miracle. Voilà. Guérir d'une maladie chronique sans éliminer les causes qui l'ont produite relève du miracle. Si vous voulez guérir, si vous êtes malade, changez votre alimentation, changez votre mode de vie. Et vous aurez des chances, vous aurez de toute façon plus de chances de guérir que si vous restez dans le chemin traditionnel. Après, que chacun suit sa voie. Voilà, c'est comme ça. Ok.
Voilà. T'as encore quelque chose à ajouter ou tu penses que Non, t'as non, tout? je pense que, bon, ben, voilà, moi j'ai dit, je pense l'essentiel. Ça marche. Bah, je te remercie. Juste Ouais, un dernier mot, vas-y. il faut avoir la foi hein, en ce qu'on fait. Il faut être motivé à avoir la foi. La foi soulève les montagnes. Et c'est la seule chose qu'il fait. Il n'y a que la foi qui peut soulever les montagnes. Je n'ai pas dit la foi religieuse. La foi en ce que vous faites, la foi en vous, il faut avoir confiance en soi. Il faut pas paniquer dès qu'on vous dit quelque chose. Ayez confiance en vous. Bougez-vous, ayez confiance en vous, ayez la foi. La nature ne nous veut pas de mal. D'aucune manière, la nature ne nous veut pas de mal. Je reviens juste un mot sur les virus. Les virus ne sont pas là pour nous punir. Les virus sont là pour entretenir une espèce saine. Les virus ne démolissent que ce qui n'a plus les capacités pour vivre correctement. Si vous prenez le cas du Covid actuellement, qui est mort? Ce sont des gens, moyen âge 84 ans. Et sur les personnes qui sont mortes, plus de 80% avaient une espérance de vie inférieure à 1 an, parmi ceux qui se sont présentés. Ce sont des gens qui avaient déjà du diabète, qui étaient obèses, qui avaient 36 autres maladies. Donc le virus apparaît quand le corps ne peut plus fonctionner. Alors est-ce qu'il apparaît par l'extérieur ou par l'intérieur? À la limite, on s'en fout. Hein? Faites ce qu'il faut pour ne pas être dans cet état. Soignez-vous avec la nature. La nature a raison. Le reste, hein, c'est du pipeau. Excusez-moi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.